nous allons parler des technologies, comment les technologies d'intelligence artificielle et blockchain, ces technologies peuvent soutenir une mode plus vertueuse et transparente, mais pas seulement. En fait, l'idée, c'est d'évoquer comment la technologie vient au renfort finalement des marques et fournisseurs pour solutionner leurs problématiques justement en termes d'éco-responsabilité, de transparence, socio-responsabilité. Donc peut-être pour commencer, nos intervenants vont se présenter et on va commencer par Stanislas et poursuivre dans cette direction jusqu'à Augustin. Allô, ouais, très bien. Bonjour, merci beaucoup. Bonjour à tous les co-speakers, comme on dit. Donc Stanislas Vandier, moi je viens avec deux casquettes. Une casquette R3 ILAB, l'acronyme vaut pour Réseau de l'innovation immatérielle pour l'industrie. C'est un réseau d'industriels français textiles qui a maintenant une quinzaine d'années, qui est financé, qui est très léger, qui n'a pas de structure, qui fonctionne complètement en réseau, qui est financé par le ministère de l'Industrie, la Direction générale des entreprises, et qui a vocation à aider les industriels à aller capter la valeur pour leur business, à aller capter la valeur aux frontières je dirais, du périmètre du territoire purement industriel, donc en allant capter dans des valences immatérielles qui peuvent être le design, qui peuvent être le branding, qui peuvent être bien sûr la tech au sens large, la data, l'intelligence artificielle, d'aller capter la valeur pour être plus compétitif et être plus performant. Bon, et la deuxième casquette, c'est que j'ai une boîte en parallèle de ce qu'on appelle la beauty tech, qui est la beauty tech. Très bien. Court mais efficace. Pierre ? Bonjour à tous. Donc, moi, je suis Pierre Rabotin, je représente Fingertip, qui est une plateforme en ligne de cloud, une plateforme collaborative de suivi de production et de contrôle qualité. Nous, on n'est ni blockchain ni AI. On utilise des technologies un peu plus traditionnelles, mais qui sont très efficaces quand même, pour améliorer la transparence, la collaboration et la qualité. Voilà. Merci. Tony ? Bonjour à tous, je suis Tony Pinville, CEO et cofondateur de Ritech. Mon background, il vient de la technologie, d'abord informatique et ensuite intelligence artificielle. J'ai un peu plus de 20 ans d'expérience dans ce domaine-là. Et il y a 10 ans, j'ai fait une thèse en intelligence artificielle à un moment où justement des nouvelles technologies comme ce qu'on appelle le deep learning ont émergé. Et c'est à partir de là que j'ai eu vraiment la volonté d'utiliser cette technologie-là pour des problématiques business. Et on a décidé avec donc Euritech, qu'on a créé il y a 8 ans, de se focaliser sur comment on peut utiliser l'intelligence artificielle dans le secteur du luxe et la mode. Donc concrètement, justement, on aide les marques de luxe, de mode, de sportswear à produire mieux, à mieux comprendre les dynamiques marché en analysant en fait toutes les données, notamment issues des réseaux sociaux, pour prendre des meilleures décisions, parce qu'on est en fait capable de prédire jusqu'à 1 an à l'avance les tendances marché partout dans le monde. Et on travaille donc justement avec des grands acteurs un peu partout dans le monde, avec des acteurs, les acteurs principaux du sportswear, avec Nike, Adidas, dans la mode, Zara, dans le luxe, Vuitton, Prada, et voilà. Merci. Céline ? Bonjour, donc, moi c'est Céline. Je suis la cofondatrice et CEO de Eva Engines. Donc Eva Engines, c'est une solution B2B qui permet de transformer le process dès le design. À partir d'un sketch 2D, on permet une visualisation instantanée grâce à l'intelligence artificielle. Et en fait, pourquoi j'en suis arrivée là ? J'ai découvert l'intelligence artificielle aux Mines de Paris, donc la possibilité de créer des images en haute résolution instantanément. Et en même temps, j'ai découvert l'univers de la mode de par mon expérience de mannequin. Donc pendant 4 ans, j'ai travaillé pour des marques, surtout dans le luxe. Et j'ai observé qu'il y avait... en fait, j'ai été choquée par le gâchis, par les process qui n'étaient pas vraiment... qui étaient très répétitifs. Et de là est née vraiment la volonté d'aider le secteur. Et donc, de par mon outil, l'intelligence artificielle. Et on a créé Eva Engines. Donc Eva Engines, aujourd'hui, c'est une solution
qui permet, une solution pour les marques de mode et les designers, mais c'est aussi une solution transversale qui permet de partir d'un dessin 2D, donc par exemple un dessin d'une veste, et de choisir des couleurs, des matières pour le générer instantanément et permettre de prendre des décisions et venir vraiment inverser le process, donc déjà permettre une première présélection avant la fabrication. Waouh. Et Augustin. Et donc c'est à mon tour, Augustin Firino-Martel. Je travaille en tant que responsable des projets mode et luxe chez Crystal Chain. Crystal Chain, c'est une société qui est basée à Paris, qui a été fondée en 2016. Et on est spécialisé dans l'implémentation de solutions de traçabilité et de transparence basées sur la blockchain. Donc notre mission, c'est d'accompagner les marques de mode et de luxe et leurs filières dans leur démarche de responsabilité, de transparence. Donc pour cela, on va les aider à capter de l'information nécessaire sur l'ensemble de leur filière pour assurer la traçabilité et la transparence. Donc on a commencé par, la société a été fondée il y a 5-6 ans maintenant, on a commencé par implémenter la traçabilité. La traçabilité, c'est quoi? C'est savoir d'où vient le produit, comment il est fait, dans quelles conditions, quelles sont les étapes de transformation, par quelles étapes il passe, quels sont les différents pays, les différentes entités qui vont travailler sur un produit. Et on remarque depuis 1 ou 2 ans une accélération. Donc il y a de plus en plus de marques qui veulent aller vers la traçabilité et la transparence, mais elles ne veulent pas simplement de la traçabilité pour connaître l'origine de leurs produits, elles veulent de la traçabilité. Elles veulent que la traçabilité devienne vraiment le socle de leur démarche de responsabilité, le socle de leur stratégie de RSE finalement. Donc on vient associer à cette traçabilité des éléments de qualité, des éléments de responsabilité autour de l'environnement, du bien-être animal, des droits humains et sociaux. Donc in fine, toute cette captation d'informations va nous permettre 3 grandes choses. Déjà aux marques de communiquer à leurs consommateurs. Donc il y a un sujet autour de la communication, c'est-à-dire prouver qu'on fait bien, démontrer qu'on fait bien, comment on le fait. Il y a un sujet de déjà maîtriser sa chaîne d'approvisionnement, donc être capable de la piloter et piloter sa responsabilité. Et on va aussi aujourd'hui jusqu'à l'analyse de cycle de vie, calcul d'empreinte environnementale des produits. Donc ça, c'est un sujet qu'on entend de plus en plus, notamment en préparation des réglementations de l'affichage environnemental. On a un autre sujet, on permet aussi à des fournisseurs de matières premières aux produits semi-finis de montrer à leurs clients B2B l'origine de leurs produits pour les valoriser d'une certaine manière. Et on va dire la dernière chose qu'on permet, c'est aussi à des auditeurs d'utiliser notre plateforme pour préparer des audits de terrain, être plus précis sur les informations qu'ils vont aller vérifier. Très bien. Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu plus précisément comment, de quelle façon les algorithmes d'intelligence artificielle ou les technologies basées ou pas sur la blockchain peuvent faciliter une gestion durable et optimisée de la chaîne de valeur? Peut-être qu'on peut commencer par Pierre, puisque vous êtes sur une approche avec des technologies qu'on connaît peut-être mieux. Ouais. Alors nous, notre parti pris, en effet, c'est d'utiliser des technologies mieux connues. Parce que notre projet, on s'est rendu compte que la technologie, ça peut faire peur, surtout les usines. Alors que ce soit pour les retailers, les acheteurs, bon, c'est assez facile de leur faire adopter. Nous, notre point de vue, c'est aussi de créer un écosystème où les usines, qui sont en général assez réticentes à adopter ces plateformes qu'elles voient comme un contrôle supplémentaire plus que des plateformes pour renforcer la collaboration. Voilà. Donc notre point de vue, c'est tout d'abord de créer, de se positionner sous l'angle est-ce que ça va être utilisé par les usines, et donc de solutionner des problèmes très concrets du quotidien. Pour nous, ça commence comme ça. Donc utiliser des technologies traditionnelles, on va dire, de temps réel, de collaboration en temps réel, de centralisation de l'information, d'instantanéité, pour vraiment, comme je vous disais, on est sur les problèmes du quotidien. C'est comme ça que les usines, si vous voulez, adoptent nos solutions. Donc elles se rendent compte qu'elles passent des heures et des heures sur les inspections. Il y a des emails qui partent dans tous les sens. À partir du moment où un contrat est signé avec une usine, on commence à utiliser des tableaux Excel de 1000, 2000, je ne sais pas, peut-être pas 2000, des centaines de colonnes, personne n'y comprend rien. Il y a WeChat, il y a WhatsApp, qu'est-ce que j'ai oublié? Il y a le téléphone. Donc c'est un joyeux bordel, on va dire.
auxquelles nous, on essaye de répondre très simplement, avec des choses qui comprennent immédiatement. Voilà. Très bien. Stanislas, je ne sais pas si vous... Oui, intéressant et d'accord, et pas, disons, les industriels, ça change pas mal, on trouve. Le programme, pour en parler en 2 secondes, que le R3 a mis en place depuis 18 mois, qui s'appelle Texia, pour textile et intelligence artificielle, avait vocation effectivement à encourager les industriels à intégrer davantage de data. Et donc, on a eu différentes expressions de ce programme. On a eu des expressions qui étaient l'intelligence artificielle pour anticiper les cours, par exemple, les cours de la laine. Un programme qui était plus proche de ce que Ritech fait, qui était anticiper les tendances de mode dans le lin, par exemple. Et on a eu 2 programmes sur l'industrie 4.0, qui sont les programmes qu'on est en train aujourd'hui d'envisager pour les développer de manière un peu plus large, parce qu'on sent que, pour aller dans votre sens, ouais, il y a une réticence. Ceci étant dit, effectivement, complètement d'accord, si c'est concret et s'il y a un retour sur investissement, ça détend quand même un peu l'industriel. Et quand on regarde l'industrie 4.0 dans le programme Texia, en fait, on a identifié 3 étapes, plutôt comme ça. Une étape, effectivement, mettre des capteurs, donc récupérer de la data, parce que c'est quand même un peu la base du jeu. Ensuite, une logique de mettre ces données, les structurer, des outils de data visualisation sur le cloud ou dans un mode de jumeaux numériques. Et ensuite, effectivement, la 3e partie, qui coûte la plus chère, mais qui a le plus gros retour sur investissement, c'est de trouver des applications précises, réduire les défauts. J'entendais à la table ronde tout à l'heure, avoir un process qui va permettre de faire des plus petites séries de manière rentable, de manière efficace. Donc je pense que, et pour partager aussi des recherches qu'on a fait actuellement, on a regardé un peu dans d'autres pays, en Corée, qui est plutôt un pays qui est en avance sur la smart industry. Eux aussi se sont craqué la tête sur le problème que vous posiez, qui était comment une PME textile peut investir pour générer de la data, quoi, parce que c'est vraiment le premier truc par lequel il est obligé de passer. Et je pense qu'on est en train, en particulier grâce à des acteurs comme autour de la table, français, qui ont des compétences qui sont probablement en avance, on a aujourd'hui des solutions industrielles qui vont permettre aux industriels de passer à l'intelligence artificielle, à l'industrie 4.0. Et on pense que, voilà, il y a dans les 18-24 mois qui viennent, il y a un énorme enjeu de compétitivité à mettre en place. Donc déjà, par une assistance à la communication, en évitant du coup les erreurs, grâce à une plateforme comme la vôtre, mais aussi peut-être Ritech, puisque vous cherchez aussi à anticiper des erreurs de trajectoire sur les tendances de certaines façons. Oui, et peut-être juste effectivement sur la réticence, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui changent là depuis en fait avec la situation du Covid, où on rencontrait quelques réticences, notamment dans le secteur du luxe, à avoir une approche, on va dire, pilotée par la data, où il y avait un peu ce côté création versus data. Là, les choses changent énormément et on se rend compte que c'est pas du tout voilà, l'un ou l'autre, mais plus que la data peut vraiment aider dans la prise de décision, dans prendre des décisions plus intelligentes. Et nous, vraiment, on voit vraiment ce changement-là où les entreprises investissent énormément dans les différents secteurs pour être en mesure finalement de tackle un des gros sujets qui est autour justement de l'overstock avec l'immense gâchis. Il y a plus de 25% des vêtements qui sont produits et qui ne sont pas vendus. Et ça, c'est dû justement à une mauvaise anticipation de la demande. Donc ça joue à la fois sur le côté profitabilité forcément, mais ça joue bien sûr sur le côté écologique. Donc là il y a vraiment un cercle vertueux où si on est en mesure justement d'utiliser beaucoup de data, on peut jouer à la fois sur les réductions des overstocks et sur la profitabilité. Et en fait on a accès à beaucoup d'informations si on a les outils pour les synthétiser, notamment sur les données marché autour de ce qui se passe sur les réseaux sociaux, sur le e-commerce. Et voilà, nous c'est ce qu'on fait à Ritech, on utilise la technologie pour être en mesure d'analyser ce qui se passe, notamment sur les réseaux sociaux, en étant capable, avec l'intelligence artificielle, de reconnaître dans n'importe quelle image vraiment des milliers de détails liés au monde de la mode. C'est-à-dire qu'on est capable de reconnaître des formes de vêtements, de reconnaître des couleurs, des textures, enfin tous les éléments qui font le monde de la mode. C'est vraiment une combinaison justement d'expertise AI et du secteur de la mode. Et l'objectif, c'est déjà de comprendre, d'avoir un état des lieux
marché par marché de ce qui se passe, mais encore plus d'avoir, on a une capacité à anticiper à 1 an à l'avance, avec nos modèles de forecast, justement les dynamiques marché sur des combinaisons de critères pour dire tiens, le t-shirt tie-and-dye va faire moins 12% au Japon. Tous ces éléments-là vont aider justement dans la prise de décision, à la fois en amont, avant la création du produit, mais aussi pendant justement l'élaboration du plan de collection avec l'ajustement des stocks par marché, et ensuite même pour positionner les bons produits au bon moment par marché. Donc c'est vraiment une utilisation qu'on peut avoir de la technologie sur un besoin très concret. C'est ça, je pense, l'important, c'est effectivement de comment rattacher l'IA qui veut tout et rien dire à des problématiques, des use cases concrètes. Peut-être Céline, vous vouliez ajouter quelque chose? Bah oui, donc nous aussi on utilise l'IA, l'intelligence artificielle, mais aussi comme un outil, mais plutôt l'intelligence artificielle qui permet de visualiser. Et ce qu'on a remarqué chez les marques, chez nos clients, c'est qu'il y a vraiment un gros enjeu, comme le disait d'ailleurs tout à l'heure Donatien de Tekin, de réduire le temps. Et en fait, aujourd'hui, pour produire une collection, c'est entre 9 et 12 mois, là où l'intelligence artificielle peut permettre de générer des visuels déjà en quelques secondes. Donc on va vraiment aider à ce niveau-là, avec cet outil qui permet dès la première étape, donc l'étape de design, à partir d'un sketch 2D, pouvoir prendre des décisions sur des images qui sont virtuelles et qui sont générées instantanément. Voilà, donc pour vous donner une idée, d'habitude, les designers ils passent à peu près 6 semaines minimum juste pour avoir une première idée de la collection, lancer des premiers prototypes. Nous, ce qu'on propose, c'est vraiment de lancer les protos une fois qu'on a déjà une présélection de fait. Alors moi je vais parler d'un sujet un peu différent, ça va être, je vais parler de la technologie blockchain ici, mais on va voir qu'on a des sujets assez liés ensemble. Le sujet de la blockchain et pourquoi on l'utilise, on l'utilise en tout cas pour la transparence, la traçabilité. Ça va être, on part du principe, en fait, qu'est-ce qu'on veut faire, qu'est-ce qu'on veut mesurer, qu'est-ce qu'on ne peut améliorer finalement que ce qu'on mesure et que ce qu'on arrive à maîtriser. Donc là-dessus, déjà, on va définir, on va travailler sur des filières qui vont de bout en bout généralement. On va prendre un exemple, des éleveurs de moutons à un produit fini qu'on va retrouver dans la boutique. Qu'est-ce qu'on veut faire là-dessus? On veut assurer la traçabilité. Et ensuite, il y a une deuxième question, c'est comment je peux bâtir une source d'information qui est fiable et qui est de confiance. Et c'est là-dessus que la blockchain intervient. Donc là-dessus, c'est là où les liens se font, et notamment derrière sur l'utilisation de cette donnée, ensuite on pourra faire des parallèles avec l'intelligence artificielle. Donc la blockchain, c'est là où elle intervient, c'est-à-dire pour constituer une source de données de confiance et fiable. Pourquoi? Parce qu'un acteur qui enregistre une information dans une blockchain, il est responsabilisé. Il est responsabilisé quand il enregistre cette information parce que l'information, elle est immuable, elle est horodatée, elle est auditable. Ce qui fait que cette information, donc enregistrée par un acteur responsabilisé, les autres acteurs d'une chaîne de valeur qui vont utiliser cette information, se baser dessus, vont avoir confiance en cette information et vont aussi, quand ils vont partager de l'information, être responsabilisés. Et généralement, ça va petit à petit créer, par effet tache d'huile, de la confiance dans le réseau, dans la chaîne de valeur. Donc voilà, cette confiance, elle va donc s'étaler et ça va petit à petit faciliter à terme les échanges d'informations entre des partenaires commerciaux, finalement, d'une chaîne de valeur. Justement, Céline, vous parlez de vos clients. Quels sont les défis actuels auxquels vos clients sont confrontés et pour lesquels ils sollicitent votre aide? Tout le monde, en fait. Oui. Non, moi, ce qui a été évoqué à la table précédente, et puis c'est la mission du R3 c'est le Made in France, quoi. Donc c'est comment est-ce qu'on peut effectivement, dans une logique de traçabilité, dans une logique de confiance, dans une logique de pertinence économique, avoir des séries un peu plus courtes et qui restent rentables. Donc ça, c'est un des gros enjeux des industriels français. Ensuite, il y a un enjeu de savoir-faire important, c'est-à-dire peut-être qu'on en parlera plus tard, mais tous ces enjeux d'intelligence artificielle, quand vous avez une usine
dans les Vosges ou à Toulouse, il faut que vous trouviez les équipes, les compétences, qui aujourd'hui sont plutôt en bagarre pour aller bosser soit dans les grands groupes, soit dans des boîtes ou des startups de tech. Donc il faut que vous leur disiez viens chez moi dans les Vosges pour travailler, puisque ça va être sympa et que tu vas. Et on se rend compte que c'est un vrai, en fait, en résumé, et pour le consommateur final et pour tous les stakeholders de l'industrie, un vrai enjeu d'attractivité. Ouais, un vrai enjeu, challenge bien sûr, mais enjeu d'attractivité, et que, disons, on pense au R3 iLab, et c'est pas du wishful ou du bullshit et tout ça, qu'il y a un vrai sujet d'attractivité positif aujourd'hui de l'industrie. Ouais, vraiment. Ouais. Donc, et la data va aider en donnant de la transparence, en donnant de la confiance. Mais il faut générer cette data, donc c'est bien la gérer. Justement, peut-être pour revenir sur ça, je pense qu'il y a aussi intéressant, c'est d'arriver aussi à faire la formation sur les métiers classiques du monde du secteur de la mode, pour justement qu'ils comprennent que c'est important d'intégrer une part de data. Moi, je ne pense pas qu'il y a beaucoup d'entreprises qui aient besoin d'avoir des data scientists en interne. Je pense que, hormis des grands groupes, mais c'est plutôt que ce soit, je sais pas, un designer, un merchandiser, une personne qui s'appelle la supply, soit de plus en plus, en fait, enclin à utiliser de la data dans ses prises de décision communes. Et en fait, il y a vraiment un enjeu, je pense, de formation. Nous, on le voit même on donne des cours justement dans des écoles de mode. Maintenant, c'est de plus en plus finalement devenu vraiment basique et bateau pour les jeunes étudiants d'intégrer cette partie data, même côté designer. Et je pense qu'il y a vraiment un enjeu de formation pour des personnes qui sont en poste et pour qu'ils comprennent comment justement ils peuvent s'approprier différents outils pour vraiment prendre de meilleures décisions. C'est pas l'outil qui va prendre la décision à la place, c'est un peu cette peur-là aussi sur l'AI qui va prendre les décisions. C'est jamais ça. Si c'est ça, ça va dans le mur. C'est plutôt comment justement l'AI va te permettre de se dire finalement j'aurais peut-être commandé 5000, là l'AI me dit c'est peut-être plus 4000. Et cette formation-là, nous on le voit dans les équipes. Maintenant, toutes les marques veulent être beaucoup plus, on va dire, drivées par la data, faire cette transformation digitale. Donc il y a un mot qui ne veut pas dire grand-chose, mais en tout cas, au lieu se dire il faut que j'embauche un data scientist qui va me résoudre tous mes problèmes, c'est plutôt comment je repense mon organisation pour intégrer de la connaissance dans les équipes pour utiliser les outils. Peut-être, on va laisser s'exprimer les autres intervenants, mais je sens que vous bouillez d'ajouter quelque chose, Stanislas. Ouais, non, en 2 secondes et demie, mais pardon. Non, mais j'allais rebondir. Non, mais je vous laisse parler, mais j'allais rebondir sur les défis dont Stanislas a parlé, notamment sur le défi du Made in France, dont on parle beaucoup. Enfin, dont on parle, et notamment dans des sujets de transparence, de traçabilité. Voilà, je pense que ça va aussi au-delà, c'est-à-dire on a des marques, des filières qui veulent prendre des engagements, qui prennent des engagements. Alors est-ce que ça va sur le Made in France ? En tout cas c'est progressif, c'est-à-dire d'arriver sur une filière locale, 100% Made in France, il n'y a généralement pas toutes les étapes qui sont possibles aujourd'hui. Ici on aime bien parler de Made in Local, parce qu'en fait la problématique franco-française, si vous voulez, sur un salon international, on peut se... Merci. Non, mais dans le sens où c'est vrai qu'il ne faut pas oublier que la France fait partie du monde et que les problématiques auxquelles nous faisons face, je veux dire, le Made in Local ne peut pas répondre aux problématiques d'éco-responsabilité et d'optimisation des chaînes de valeur du point de vue d'un Japonais, par exemple. Et justement, donc les défis, pour rebondir là-dessus, les défis qu'ont nos clients, c'est prendre des engagements. Et au-delà de prendre des engagements, c'est ensuite les piloter. Les engagements qu'on a aujourd'hui, c'est des engagements de responsabilité qui vont, alors en tout cas dans nos sujets, sur des engagements qui vont dans la profondeur des filières, qui remontent jusqu'aux éleveurs, sur les sujets des droits humains et sociaux, sur les sujets de bien-être animaux. Et donc ça, il y a besoin de piloter ces engagements, de les maîtriser, de les faire progresser sur des métriques possibles. Et il y a, le cas échéant, besoin de prouver qu'on maîtrise les engagements qu'on a pris. Donc voilà, là-dessus, on accompagne beaucoup nos clients là-dessus. Alors dans le luxe, on a beaucoup des sujets autour de prévenir d'une perte de valeur de marque en cas de scandale, parce qu'on a un article dans la presse qui est intervenu sur un sujet, ce qui n'est pas vrai, mais on va être capable de démontrer que ce qu'on met en place sur nos filières, il permet de maîtriser les engagements qu'on a pris. Très bien. Pour nous, pour revenir donc à la question, qu'est-ce que les clients qui viennent nous voir recherchent ?
Bon, il y a déjà ce premier point, vous avez parlé de transformation digitale, donc il y a cet aspect philosophique de compréhension que bon, il va falloir monter dans le train. Donc ils viennent nous voir. En général, ils ne savent pas par où commencer, ce qui arrive la plupart du temps, donc ils viennent nous voir. Le deuxième point pour nous, c'est des gens qui veulent, je reviens, c'est notre dada, hein, des choses qui veulent régler des frustrations très concrètes du quotidien. Troisième, réduction des coûts. Et quatrième, ils commencent à comprendre qu'au quotidien, ils produisent énormément de données, mais qui est éclaté sur beaucoup, encore une fois, de fichiers Excel, dans des boîtes email, sur des WhatsApp, et qu'on peut les aider à rassembler toute cette donnée et l'analyser et leur donner des outils très simples, très visuels. On croit aussi beaucoup à ça, à la visualisation. Ça a été pour nous, c'est le déclic pour beaucoup de gens de voir qu'ils peuvent visualiser leur chaîne d'approvisionnement et voir des chiffres, des graphes très clairs qui leur permettent, comme vous l'avez dit, de prendre des décisions bien meilleures. Ça ne prend pas de décision à leur place, on n'a pas cette prétention, et ça ne serait pas vrai de toute façon, mais éduquer la prise de décision. Voilà. Céline ? Oui, donc pour nous, les défis qu'on observe, c'est vraiment réduire le temps entre l'intention produit et le lancement en production, qui est en fait un temps qui est plus réductible que le temps de production, justement. C'est aussi de réduire en fait les coûts de collection, qui sont des coûts, pour vous donner un chiffre, entre 6 et 8 milliards de dollars de prototypes sont produits et jetés par an dans le monde, juste les vêtements en fait, qui servent de prototypes. Et pour chaque produit lancé, il y a 5 prototypes physiques qui sont produits. Donc ça, c'est vraiment des déchets qui sont dans les défis actuels des marques. Et on a aussi donc réduire vraiment le temps. Très bien. Tony, tu veux dire quelque chose sur les problématiques clients peut-être ? Oui, non, mais c'est ça, les problématiques clients, c'est justement, beaucoup entendent parler effectivement de l'IA et c'est comment le traduire en concret. Et effectivement, on parle beaucoup d'IA, mais le moteur, le carburant, c'est quand même justement la data. Donc il y a beaucoup de data en interne et la première étape, c'est comment on arrive justement à les centraliser pour pouvoir justement faire des choses là. Mais avant de parler de la techno, c'est plutôt parler des enjeux. Et effectivement, nous, nos enjeux, c'est comment on arrive à réduire l'overstock, comment on arrive à mieux ajuster le plan de collection par rapport aux besoins des clients et besoins des pays. Nous, on travaille beaucoup à l'international. En fait, on a d'ailleurs plus de clients à l'international qu'en France. Peut-être qu'en France, on est encore un petit peu... il y a un petit temps d'adoption sur ces sujets-là. C'est vrai que notre marché est plus aux US pour l'instant. Donc, un appel pour les Français, pour les clients français. Mais voilà, c'est plutôt comment on arrive on a différents use cases qui sont, nous, très liés à la réduction d'overstock et aux problématiques de sustainability, quoi. Et grâce aux technologies que l'on a, on peut vraiment répondre à ces problèmes-là. Et ce côté vertueux, dans le sens où à la fois on agit sur le côté sustainability et à la fois, en plus, on est plus profitable. Donc, ça incite l'adoption sur ce genre de sujet. Effectivement. Ma prochaine question, c'était est-ce que vous identifiez des innovations clés qui devraient s'imposer comme outil stratégique de gestion des chaînes d'approvisionnement et stock, et pourquoi ? Donc, tu as en partie répondu à la question, je pense. Est-ce qu'il y a d'autres innovations clés dont vous pensez qu'elles vont vraiment prendre de l'envergure pour répondre à ces problématiques dans les prochaines années ? On a vu par exemple l'engouement pour les NFT. Cette année, c'est le hit topic. Finalement, rien de nouveau sur ce sujet, j'ai envie de dire, par rapport à d'autres secteurs. On en parlait déjà pas mal dans d'autres secteurs, mais effectivement, les technologies blockchain, on les voit devenir, prendre de l'importance. On est assez surpris de voir que effectivement, les marques de luxe sont très vite allées vers ces technologies, alors qu'elles ont mis un temps assez long à aller déjà vers Internet à l'origine, et un temps aussi assez long, quelque part, aller vers la transparence en général. On en parlait sur une autre table ronde avec les labels. Donc c'est vrai qu'il y a eu là, vous avez, avec ces technologies, touché à quelque chose un point sensible qui finalement avait réussi à adresser ces acteurs-là de la mode. Mais est-ce que vous voyez, peut-être des choses qui, selon vous, vont prendre de l'envergure, ou est-ce que plus simplement, ce sont des choses de l'ordre de la traduction, comme le design, je veux dire, ce qui fait clairement le succès de votre plateforme aussi, je pense qu'elle est très lisible pour des acteurs, des industriels du textile, qui n'est pas le cas d'autres outils qu'on connaît bien dans la tech de suivi de projet.
Qu'est-ce que vous pensez de ce sujet ? Alors, de ce sujet, je vais vous le dire dans une minute, mais je vais répondre à votre question. Je vais d'abord répondre à votre question sur les innovations. Pour nous, ce qu'on voit dans des conversations qu'on a, c'est surtout la communication entre les systèmes. Il y a énormément de systèmes existants et pour les gens qui n'ont pas de système, ils ne veulent pas avoir à remplir manuellement ou même s'il y a une forme d'automatisation, c'est encore très manuel et il n'y a pas en tout cas dans notre industrie, il n'y a pas vraiment de communication facile entre les logiciels ou de lecture optique qui peut extraire de n'importe quel document, que ce soit écrit à la main, sur Excel, sur PDF, qui puisse importer directement dans les logiciels existants. Celui qui fait ça aujourd'hui, il a de l'avenir. Oui, justement, pour rebondir à ça, je pense qu'il y a déjà beaucoup d'innovations. C'est plus comment maintenant ça va y avoir une adoption de ces innovations-là. Parce que nous, on le voit, il y a certains acteurs qui sont assez matures sur ces sujets-là commencent à l'intégrer. Mais maintenant, il faut que l'ensemble des acteurs l'intègre et ça prend beaucoup de temps parce que là on parle de process qui sont vraiment au cœur et qui nécessitent beaucoup de développement. Donc c'est vraiment cette partie, ok, maintenant on voit, on a compris, on a des use cases, on a des outils qui sont là, comment on favorise l'adoption et qu'on le met au cœur des sujets. Et, voilà, donc. Et peut-être que certains acteurs, c'est pour ça que des organismes comme le R3 Lab sont importants, c'est d'identifier aussi, parce qu'on a eu ici des intervenants qui venaient de structures tech, qui avaient des technologies très très avancées, qui pouvaient solutionner des problématiques dans la mode comme IBM ou Dassault Systèmes, mais qui se refusaient à finalement les adresser, aller vers le secteur de la mode et à formater ces technologies pour un usage dans le secteur de la mode parce que ces marchés, tout simplement, n'étaient pas assez lucratifs, ne les intéressaient pas ou étaient trop atomisés. Donc c'est vrai que... Pour répondre et à la question et aux commentaires là à l'instant, deux choses banales, mais le R3 Lab commence en 2022 à travailler sur les scénarios de 3-4 scénarios, on ne sait pas, de l'usine de demain. Et d'ailleurs, s'il y en a qui ont envie de participer, avec grand plaisir, parce que ça peut être intéressant, on pense que ça va être intéressant. Et au cœur du cœur, et ça peut paraître un peu paradoxal ou d'une évidence tragique, mais c'est mettre le consommateur au cœur de ce truc-là, quoi. C'est vraiment, ça paraît évident de se le répéter, et on le répète depuis 40 ans, on a l'impression, mais ça continue à être... Voilà. Et le deuxième élément, pour répondre au truc de tout à l'heure de Made in France, Made in Local et tout ça, qui est très juste, on pense que, et ce que vient de dire Tony, c'est la Smart Factory. Donc comment modéliser une Smart Factory, c'est-à-dire une usine demain, parce que ce n'est pas le cas aujourd'hui effectivement, une PME, parce que c'est quand même pas mal des univers de PME, les boîtes de luxe sur l'industrie 4.0 sont en avance sur les sujets, ont un peu d'argent et peuvent intégrer des data scientists, ce que je voulais dire tout à l'heure. Culturellement et opérationnellement, je pense sincèrement, là je parle d'un point de vue quasi politique publique et pas que franco-français, pour ça que j'ai parlé de la Corée tout à l'heure par exemple, la Smart Factory paraît être une frontière vraiment intéressante et qui va d'ailleurs faire écho, et ça va vous paraître peut-être un peu délirant, mais on travaille là-dessus sur les scénarios de l'usine de demain, de métaverse et tout ça. C'est-à-dire on peut pousser le truc un peu loin si on se dit c'est ce consommateur final qui doit être au cœur de cette réflexion sur c'est quoi l'usine demain. Très bien. Quel est votre avis sur les technologies qui pourraient prendre de l'envergure ou innovations qui pourraient prendre de l'envergure ? Je pense que l'innovation aujourd'hui permet vraiment de fluidifier les process et de repenser comment est-ce qu'on conçoit les produits. Donc ça va vraiment dans l'idée de l'industrie 4.0 avec le consommateur au centre. Comment est-ce qu'on peut utiliser toutes ces innovations pour fluidifier le process en général ? Merci. Il y a eu pas mal de sujets qui ont été parlés, notamment sur la blockchain. Il y a le sujet des NFT qui est intervenu. Et effectivement, on en parle beaucoup. Est-ce que c'est une innovation clé ? En tout cas, vous avez dit que de plus en plus d'acteurs du luxe s'y étaient mis les uns après les autres. Mais c'est vrai que c'est plus sur ces sujets NFT. Et c'est pas tellement. Donc le sujet NFT dans le luxe, le cas d'usage est beaucoup sur le jumeau numérique, l'authenticité entre un produit physique et son unicité dans la technologie.
Mais c'est vrai qu'il y a plein d'autres cas d'usage. Donc, je crois que Pierre en a parlé sur le métaverse dans l'industrie, qui pourrait être lié au NFT, à la blockchain. Enfin voilà, effectivement, il y a des innovations. Est-ce qu'elles seront clés? On n'est pas vraiment capable de le dire aujourd'hui. Mais en tout cas, je ne sais pas s'il y aura vraiment, pour la transparence, la responsabilité, il y aura vraiment une innovation clé. C'est vraiment une multitude d'éléments qui fait qu'on tend vers ça. Donc il y a d'un côté la pression des consommateurs, il y a des nouvelles régulations, il y a effectivement des nouvelles technologies, il y a un peu de blockchain par-ci, de l'intelligence artificielle aussi qui existe. On a Stanislas, la digitalisation des... Pierre le disait, pardon, excusez-moi, j'ai confondu. Pierre le disait, mais la digitalisation des entreprises qui nous permet de capter de l'information. On a tout ça finalement qui sont des petites innovations, des modifications de comportement, d'organisation qui font que on arrive à un mouvement. Voilà. Très bien. Est-ce que donc j'avais une dernière question. Selon vous, l'avenir du sourcing mode et beauté durable, est-ce qu'il implique nécessairement l'utilisation de ces nouvelles technologies? Est-ce que vous avez un avis là-dessus? C'est vrai que par exemple, tout à l'heure, on avait cette table ronde avec des points de vue assez différents sur une même question, avec des approches très différentes. On avait Coco et Rico, qui est plus sur vraiment une approche de terrain, mais qui finalement utilise quand même le numérique pour connecter les acteurs. On avait aussi celle de Tekin, qui est beaucoup plus... qui intègre beaucoup plus une approche vraiment liée à leurs compétences technologiques. Ensuite, on avait le néo-artisanat avec Yokai Studio qui utilise vraiment là des bras robots. Et on se rend compte qu'en fait, c'est un peu aussi votre histoire aux uns et aux autres, et surtout, je pense à Céline, que c'est la rencontre entre une problématique de terrain, une observation de terrain et une compétence technologique qui va en fait... finalement venir produire l'innovation qui va solutionner une problématique. Oui, parce qu'effectivement, la technologie seule, si on ne comprend pas les enjeux métiers, moi venant justement de la technologie, j'ai bien compris que c'était clé vraiment d'intégrer justement au sein des équipes et des experts du secteur, des experts pour justement faire émerger cette innovation-là. Parce qu'il y a souvent ce problème-là où des gens tech font des solutions très, très belles technologiquement parlant, mais qui ne répondent pas à des enjeux concrets et qui ne permettent pas vraiment justement de faire émerger l'innovation. Pour moi, l'innovation, comme tu dis, elle vient vraiment de cette cross-fertilisation d'expertise entre une technologie, voilà, par exemple, dans notre cas, le deep learning, ou pareil pour la partie IA générative, mais avec la rencontre des besoins, des enjeux pour transformer ça en cas d'utilisation concrète et en quelque chose d'actionnable pour justement, nous on s'est rendu compte que grâce à la technologie, on pouvait aider les marques à être plus sustainable. Alors que le lien n'était pas du tout direct entre l'IA, le deep learning et justement des problématiques de sustainabilité. On pense tout de suite effectivement à la façon de produire différemment, enfin de produire mieux et d'utiliser des matériaux plus sustainable. Bien sûr, ça en fait partie, mais si le matériel le plus écologique, c'est celui qu'on ne produit pas. Et donc vraiment la combinaison des deux, je pense, est clé. Mais c'est vrai que du coup, les technologies de l'information et qui peuvent attester de quelque chose, tout simplement, avec des moyens du coup difficiles à craquer en quelque sorte, peuvent devenir nécessaires si on envisage de défendre un sourcing plus durable du point de vue du consommateur. Enfin, je ne suis pas très claire. Oui, mais en tout cas, c'est ça. Et le fait d'avoir justement une technologie pour évaluer l'impact carbone et de voir justement le retour sur investissement en disant tiens, là j'ai réussi à réduire de telle manière, donc le fait de sourcing aussi est clé, quoi. Alors, oui, effectivement, il y a un gros enjeu quand même là-dedans. Je rebondis sur ce que disait Alice, c'est la confiance. La confiance qu'on peut avoir dans le produit qu'on a en face de nous. Et là-dessus, on parlait du made in local. On élargit la partie française, mais le made in local, si vous connaissez le produit, vous connaissez votre voisin, c'est votre voisin qui l'a produit. Vous savez vous connaissez son savoir-faire, la qualité de son travail, la responsabilité qu'il a, s'il est contremaître,
vous connaissez son savoir-faire. À quel agriculteur il a acheté la matière. Mais technologies de l'information, elles ont pas d'intérêt. En tout cas, dans des sujets de transparence, de traçabilité, vous connaissez le produit. Mais dans la réalité, c'est un peu différent. On a des chaînes de valeur dans la modèle luxe qui sont extrêmement fragmentées, internationales, des éloignements géographiques. Donc là, on parle en France, mais partout dans le monde, on a de l'éloignement géographique sur un moment, une étape de la production de notre produit. Et c'est là où on a besoin d'avoir confiance dans ce qui est fait dans le travail qui est réalisé sur le produit. Et c'est pour ça que nous, on va utiliser la blockchain. Céline ? Oui, au vu des challenges que moi-même j'ai observés en tant que mannequin dans l'industrie, mais qu'on peut observer dans la mode, qui sont l'éco-responsabilité, mais aussi l'évolution de plus en plus rapide des goûts, des tendances. En fait, d'autre part, on a des outils numériques et innovants qui sont de plus en plus évolués. C'est une solution, et c'est même la solution pour moi. Ouais. Je ne sais pas si vous vouliez réagir. Ouais, pour moi c'est très court. Je n'arrive pas à imaginer comment on pourrait traiter ces sujets de transparence et de sustainabilité sans technologie. J'arrive pas à l'imaginer. Et d'ailleurs, la plupart des gens qui viennent nous voir, c'est parce qu'ils viennent avec des problématiques de transparence, de sustainabilité. On l'a remarqué là ces 3 derniers jours. Ils arrivent, ils savent qu'ils doivent prendre ça à bras le corps, qu'ils ne vont pas y échapper. Et instinctivement, ils viennent vers des logiciels, des solutions, de la technologie, quoi. Sauf si votre voisin est donc le parfait contremaître et qui fait pousser du chanvre dans son jardin. Faut vérifier quand même. Si, en Auvergne, il y a près de la maison, ouais. En complément de ce que disait tout à l'heure Augustin, je pense qu'il y a la confiance et il y a ce qu'on s'est tous dit, le retour sur investissement. C'est-à-dire qu'il faut que ces investissements technologiques soient rentables pour l'industriel, sinon il ne les fera pas. Et le deuxième élément, juste en réflexion, en écho aussi, pas du tout pour faire la pub du programme du R3 eLab, mais quand même, parce que dans un autre programme du R3 eLab de l'année 2022, on va faire des petits dîners, 4 dîners, où on va intégrer des newcomers dans l'industrie, donc plutôt des techos, des startup tech ou des boîtes de tech, et les connecter à des industriels en fait, pour que les deux univers, parce qu'in fine, la technologie est un must, mais il y a quand même voilà, il faut trouver ce que vous disiez tout à l'heure, le besoin, être sûr que ça matche, et dans les grandes boîtes, on sait que c'est dur que ça se passe. Donc dans les PME, ça peut être voilà, et donc on va mettre en place cette série de 4 dîners où on va inviter quelques newcomers, quelques industriels, et on va voir si ça peut matcher, si ça peut contribuer à parce que je pense qu'on n'est pas au bout. C'est pour ça qu'on veut recommencer cette histoire de scénario. On n'est pas au bout de ce que peut être la chaîne de valeur digitale de l'industrie textile de demain, quoi. Certainement, c'est une très bonne idée. N'oubliez peut-être pas d'inviter, j'entends déjà nos intervenants d'une autre table ronde qui s'appelait « Comment favoriser les ponts entre recherche et mode ?» Nos amis les designers qui effectivement sont tout le temps en train de faire la passerelle et dont parfois le métier n'est pas forcément bien compris ou valorisé comme tel, comme justement possible passeur. Oui, Tony, je voulais... Non, mais je suis tout à fait aligné avec ça. Et justement, nous, on est en train d'élaborer quelque chose justement sur ça pour faire émerger justement à partir de technologies, de faire émerger des ponts entre le secteur de la mode. Parce que justement, quand on vient à la recherche, moi c'était mon cas, le secteur de luxe, je connaissais quelques marques, ou de la mode, je connaissais rien du tout. Et le fait d'être confronté, d'échanger, nous pour l'anecdote, c'est en rencontrant les équipes de chez Louis Vuitton qu'on s'est rendu compte qu'il y avait un enjeu dans le secteur du luxe. Moi avant je ne connaissais pas du tout ce secteur-là. On avait testé notre technologie dans des secteurs qui n'avaient rien à voir, dans l'agriculture, la finance, voilà, des choses très différentes. Et c'est en échangeant, en discutant, on s'est rendu compte que mais en fait, ce qu'on vient de créer là, cette technologie-là, si on l'adapte, si on comprend bien ces enjeux-là, on peut l'adapter à ce sujet-là. Et en plus, voilà, là pour rester sur le côté français, on s'est dit, si on allie AI et luxe, il y a quelque chose qui fait la spécificité de la France. Absolument. Donc on a un peu de temps pour des questions éventuellement, mais je ne sais pas si vous vouliez les uns et les autres ajouter quelque chose ou conclure. J'avais une question.
Oui. éventuellement. On peut poser une question entre nous. Absolument, oui, oui. Ouais. Non, ça m'intéressait de voir comment, au début, tu as dit les gens, le gars qui fait de la laine en Australie, il est tiers de confiance important. Donc, il va mettre une donnée qui doit être une donnée de confiance. Comment ça se passe en fait, juste parce que je pense que c'est vraiment Le sujet de la captation d'informations ou de Ouais. s'assurer que... alors, le sujet de la captation d'informations, c'est le principe, et je pense que Pierre en a parlé, hein, c'est comment, effectivement, c'est une grande difficulté, comment déjà on interconnecte des systèmes d'information qui sont éparses entre eux. Ensuite, effectivement, c'est une difficulté, il y a des standards qui existent, il y a beaucoup d'adaptations, il faut être quand même assez flexible dans ces métiers. Mais ensuite, il y a le sujet de la captation de l'information. Donc nous, on peut... en fait, on a vraiment... on n'a jamais eu de problème sur la captation d'information parce qu'on s'adapte. Alors, il y a des ERP très performants qui existent dans des industries. Il y a des fichiers Excel, parfois, il y a de l'information qu'on peut récupérer. Et parfois, il y a des gens... on parlait de l'éleveur au milieu de la pampa. Il n'y a pas d'Excel, il n'y a pas d'ordinateur. Là-dessus, on s'adapte aussi. Donc, on a la possibilité de capter les informations par des SMS. Donc, aujourd'hui, la plupart de ces gens ont des téléphones mobiles. On peut capter l'information via des SMS. Et voilà, on s'adapte. Ouais. Peut-être d'autres questions? Non? Alors, est-ce que vous aviez encore des éléments à ajouter sur notre sujet? Moi, je tiens à dire que j'ai découvert Eva Engines. Je ne sais pas si on dit Engines ou tu disais... Non, Engines à la française. Eh bien, j'ai découvert ça et j'ai été hallucinée de voir ce que vous êtes capable de faire. Et c'est vrai que quand on vient vraiment de la mode, on va dire 1.0, où on voit, enfin voilà, moi j'ai un ancien passé de modéliste où on nous demandait d'élaborer des prototypes à partir d'espèces de dessins parfois, où il fallait se représenter ce que voulait le styliste en 3D, mais on passait par des phases d'essayage très longues et plusieurs toiles, parfois jusqu'à 7 toiles pour arriver à un truc qui effectivement finalement ressemblait à la vision que le styliste avait au départ, mais dont il avait changé entre-temps. Enfin voilà, donc quand j'ai vu ce que vous étiez capable de faire, je me suis dit mais c'est incroyable. Et finalement, il y a vraiment cet enjeu de faire dialoguer et de démocratiser. Enfin, il y a un accès à la recherche et ce que la technologie est capable de faire vis-à-vis du point de vue des créatifs et des métiers de la mode, c'est hallucinant. Il y a un vrai enjeu. Ouais. C'est aussi un outil qui permet vraiment de communiquer entre les différentes équipes, au-delà même de juste pouvoir visualiser le rendu. Et effectivement, sans avoir besoin de passer par l'étape patronage où on doit dessiner toutes les pièces. Mais l'idée, c'est vraiment d'avoir un aperçu rapide. On peut aussi suivre toute la collection, donc on peut s'imaginer des merchandisers qui peuvent voir l'édition de la collection et la suivre en temps réel. Donc c'est vraiment aussi un outil qui permet de fluidifier les échanges et de communiquer entre les différentes équipes. Et ce qui va être vraiment passionnant, c'est qu'on va réussir justement à connecter toutes ces technologies, enfin que ce soit toi avec ta solution, avec Tekin, avec nos solutions, vos solutions. Le fait d'arriver à proposer, justement, parce que c'est un peu aussi les difficultés qu'ont nos clients, c'est qu'ils se retrouvent avec des milliers de startups, de boîtes, enfin même pas startups, d'entreprises, de partenaires qui sont sur un sujet précis, et en fait, ils auraient besoin d'une solution qui finalement agrège et consolide ces différentes innovations pour créer quelque chose, comme tu dis, de beaucoup plus fluide, de l'émergence des prototypes jusqu'à la création réelle du produit. Et là, on sent qu'il y a encore un gros sujet, à la limite, presque même de notre côté, d'arriver à connecter rapidement et d'arriver avec une proposition un peu commune pour les clients. Certes. Ce qui est pas, qui est un Mais challenge. peut-être maintenant les nouvelles générations aussi de créateurs auront plus de facilité. Oui. Moi, j'étais très étonnée de voir des créateurs de mon réseau qui travaillent de manière tout à fait traditionnelle. Ils sont absolument à fond sur les NFT, justement parce qu'ils y voient une possibilité pour eux de s'attacher leur création d'une certaine façon, et c'est la première fois qu'ils voient une solution à ces problèmes qu'ils rencontrent d'appropriation par autrui de leur créativité. On connaît bien la problématique des designers qui voient leur création sur les défilés. Des fois, c'est flatteur pour eux parce que. Oui, mais en même temps, il faut être rétribué. Souvent, ils en souffrent beaucoup. Et donc, oui, je pense qu'il y a une nouvelle génération d'entreprises, de créateurs, et aussi peut-être, quand on aurait réussi à les faire venir chez les industriels, de personnes qui sauront faire la traduction et
amener la technologie dans les entreprises mode. Voilà. Mais je pense qu'on a fait un peu le tour des questions. Juste ouais. un petit truc pour rebondir sur la dernière question de tout à l'heure et ce qui vient d'être dit. Il y a une manière effectivement positive, et c'est la principale manière de prendre la technologie. Ce qu'on constate dans la mise en place de l'industrie 4.0 dans les PME, c'est qu'on arrive très vite au cœur de la stratégie de la boîte, et qu'il va y avoir, pour répondre à la question de tout à l'heure, est-ce qu'elle va être nécessaire sur la durabilité, etc., c'est juste qu'il va y avoir aussi des nouveaux venus, des morts, et que ça va être une reconfiguration de certaines cartes. Et c'est pour ça que, dans le cadre du R3 Lab, on encourage très fortement les PME à mettre en place ces sujets de Smart Factory, parce que c'est un sujet de survie, de compétitivité, vraiment. Donc il va y avoir, et de nouvelles opportunités aussi de créer des nouveaux services, comme il y a plein d'exemples. Et voilà, quoi. Effectivement, quand on travaille avec des marques, on voit, par exemple, on en a parlé sur un autre panel, mais les DNVB qui se créent sur Instagram et qui proposent des produits en 3D en précommande, mais qui n'existent pas du tout. Il n'y a pas de proto. Et en fait, quand ils ont un suffisamment grand nombre de clics sur le produit, vont se dire celui-là, il faut que je le fabrique. Mais à un moment, ils doivent quand même le fabriquer. Et parfois, ils ne savent pas le faire et ça leur prend 5 mois. Et finalement, ils meurent entre-temps. On voit aussi, à l'inverse, des entreprises qui ont toute la compétence, qui savent faire un produit, mais qui ne savent pas du tout le modéliser et qui ne savent absolument pas, qui n'ont pas forcément les notions aussi de nouveaux business models qu'il faudrait pour réussir à les mettre en avant et à les vendre. Donc c'est vrai qu'on s'imagine bien qu'il faut des gens qui fassent se rencontrer les deux et donc c'est un peu ce que vous faites finalement. Très bien. Eh bien, merci beaucoup. Donc, nous avons Fingertips qui avait un stand sur le salon. Donc, si vous voulez les rencontrer, ils ont leur stand là-bas. Stanislas Vendée, donc c'était R3 Lab et Wild Beauty, c'est ça le nom de l'entreprise? Ah oui. Sur les beauty tech. Oui, donc, si vous voulez échanger sur le réseau R3 Lab ou sur, pourquoi pas, la beauty tech, ce sera avec Stanislas. Euritech sur la prédiction de tendance qu'on ne présente plus d'ailleurs. Eva Engines et sur le prototypage, et puis l'IA, on va dire, au renfort du raccourcissement des chaînes et Crystal Chains sur la transparence de la chaîne de valeur. Merci à vous tous et j'espère à bientôt. Bravo, super, merci Merci. beaucoup. Merci.